Bonjour à tous et bienvenue à ce 18e Café Export. On va attendre quelques minutes, on l'a ouvert un petit peu en avance pour que tout le monde se joigne à nous. On a à peu près aujourd'hui une centaine de participants. Donc c'est le premier Café Export que l'on fait depuis la rentrée. On avait attendu un petit peu tout simplement parce qu'on a eu pas mal d'activités et puis on cherchait à renouveler ce format qu'on avait fait pendant l'été et avant l'été. Donc, on est à ce 18e Café Export déjà. Bonjour à tous si vous joignez à nous. Je vais juste vérifier que tout le monde s'enregistre bien. Donc, c'est ça, on avait un peu plus d'une centaine d'inscrits, donc je vais attendre que tout le monde puisse rentrer dans la salle et puis on va commencer à 9h00. Aujourd'hui, on accueille Jacques-André, le président directeur de C2 Montréal et C2 International. On va concentrer notre interview aujourd'hui, notre entretien d'aujourd'hui sur C2 International, mais on va faire un petit point aussi sur C2 Montréal qui arrive très bientôt. Donc c'est ça, je vais entendre encore une petite minute, je vois pas mal de gens qui arrivent et on va commencer dans 10 secondes. Petite pause avant de commencer comme ça. Bon, je vais commencer tout de suite. Bienvenue à tous si vous venez d'arriver. 18e Café Export. On a le plaisir aujourd'hui de faire un entretien avec Jacques-André de C2 Montréal et C2 International. On va vous expliquer un petit peu la différence tout à l'heure et de quoi il retourne. On avait à peu près une centaine de participants aujourd'hui, donc les gens vont se joindre à nous progressivement. Il me reste bien évidemment à remercier nos commanditaires EDC du Café Export, le Développement économique Canada et le gouvernement du Québec qui supportent l'ensemble des activités de la Chambre de commerce Montréal métropolitain sur la partie export. Et sans plus tarder, on va vous présenter un petit peu la suite. Donc Jérémy, si tu peux passer à la slide suivante. Tout simplement, retour du Café Export. Donc, on va revenir toutes les 2 semaines, le jeudi à 10h, même principe que cet été. On a mis du temps à refaire ce premier Café Export suite au retour de septembre. On va le maintenir pour les 4 les 4 prochains jeudis, 2 semaines de suite. Retour de l'animateur vedette, c'est vrai que cet été, c'était mon équipe qui a animé le Café Export. Donc maintenant, je reviens à l'antenne. J'ai l'impression d'être un présentateur télé. Vous aurez compris que ce n'est pas moi qui fais les slides. Je ne me serais pas mis autant en valeur que ça. On va rester sur un format de 45 minutes avec un entrepreneur. On trouve que l'actualité aujourd'hui, disons que il n'y a plus autant d'intérêt que pendant la pandémie sur l'actualité. Ce qu'on a constaté, c'est que vous étiez beaucoup intéressés par tout ce qui était nouvelles, notamment au niveau du soutien gouvernemental. On a beaucoup moins de choses là-dessus. On peut continuer à faire un tour du monde des nouvelles. Si ça vous intéresse, dites-le nous dans nos commentaires, dans les petits courriels que vous pouvez nous envoyer. On le reprendra si jamais on a une grosse vague de demandes. Et ça me permet d'introduire tout de suite le prochain Café Export. Donc, dans 2 semaines, on le fera avec Ombrage, une compagnie qui fait de l'éclairage urbain et qui se développe à travers le monde et qui ont obtenu notamment quelques contrats en France récemment. Donc, on sera avec eux dans 2 semaines. Sans plus tarder, on va passer une petite vidéo pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que c'est de Montréal si vous ne le savez pas. Et si jamais vous le savez, je vous encourage à regarder la vidéo. Elle est assez dynamique et intéressante. Et puis, je vous laisse faire ça.
Alors, j'espère que de votre côté, vous aviez le son. De mon côté, je n'avais pas le son. Donc, si jamais vous n'avez pas le son, vous pouvez réécouter la vidéo. Jacques se fera un plaisir de vous la renvoyer avec le son. C'est beaucoup plus dynamique avec le son et beaucoup plus intéressant. Bonjour Jacques, bienvenue au Café Export. Merci. Juste avant de commencer notre entretien, ce que je vous propose à tous, en fait, c'est on va prendre des questions à la fin, on va faire une petite discussion avec Jacques, mais à la fin, on va prendre vos questions. Donc, si vous avez des questions, il y a une boîte Q&A tout en bas de votre fenêtre. Posez vos questions et on pourra les passer à Jacques. Et si jamais le Q&A ne marche pas pour une raison ou une autre, vous pouvez les mettre directement dans le chat. Voilà. Donc, Jacques, merci d'être avec nous. Merci de prendre du temps pour nous parler un petit peu de C2 Montréal, du C2 International. Peut-être on peut commencer par une question très simple. Tout le monde connaît très bien C2 Montréal, mais pas grand monde a entendu parler de C2 International. Peux-tu nous expliquer un petit peu la différence et c'est quoi les activités qu'il y a sous ces deux chapeaux, comment ça fonctionne? Absolument. C2 Montréal, c'est un organisme à but non lucratif qui a une seule activité, une seule mission, c'est d'organiser l'événement qu'on connaît bien à Montréal à chaque année. Et un événement qui a comme objectif de connecter les différentes communautés créatives entre elles, au Québec, au Canada, mais aussi avec celles de l'international. Donc, c'est ce qu'on fait depuis 9 ans. Et C2 International, c'est un peu le maître d'œuvre de C2 Montréal. Et je te dirais que 80% du chiffre d'affaires de C2 International est à l'extérieur du pays. Donc, nous organisons des événements d'affaires, nous rassemblons des communautés pour nos clients à l'international. Donc, on a des événements qu'on a fait un peu partout dans le monde, en Asie, à Singapour, en Europe. Simplement, si c'est que de mon côté. Au de Montréal. Je t'ai perdu quelques secondes, Jacques. J'espère que c'est que de mon côté et que tout le monde t'a entendu. Mais sinon, c'est pas grave, on va poursuivre. Tu mentionnais quelques pays. Déjà, où vous êtes au niveau international et peut-être quelle est votre stratégie de développement? Est-ce que vous y allez plus par marché, par opportunité d'affaires, par client? Explique-nous un petit peu, c'est quoi cette dynamique à l'international de votre côté? Bien, je te dirais que jusqu'à maintenant, ça a été beaucoup par opportunité. Beaucoup des clients de C2 International, on les a rencontrés dans le cadre de C2 Montréal et ils ont vu ce qu'on faisait. On a une réputation internationale quand même assez impressionnante et beaucoup d'entreprises sont venues nous voir en disant « On veut exactement ça, pouvez-vous le faire pour nous, pour notre communauté d'affaires ou notre communauté ?» Et donc, ça s'est fait beaucoup par opportunisme d'affaires. Par exemple, c'est comme ça qu'on a développé le sommet Moving On sur la mobilité durable pour Michelin. Et on fait, par exemple, des conférences d'affaires pour EY à l'international. On en a fait à Singapour, en Australie. Et donc, ça s'est fait comme ça. Maintenant, ben, je te dirais qu'on est plus en train de s'organiser pour être moins organique et plus organisé, si on veut. Est-ce que ça veut dire que vous avez des équipes de C2 International à travers le monde ou vous faites affaire avec des gens locaux pour livrer? Je suis un petit peu curieux de... On a nos équipes montréalaises qui voyagent. Tu sais, Montréal, c'est terre du soleil qui crée à Montréal et qui voyage à travers le monde. Donc, on a beaucoup de nos gens qui voyagent sur les différents projets ou qui voyageaient, évidemment. Et évidemment, on prend aussi des partenaires locaux. On a une employée à Paris qui travaille, qui est en impartition littéralement chez Michelin pour nous aider dans les dossiers reliés à Michelin. Mais sinon, tout se fait de Montréal. OK. Intéressant comme stratégie de développement et puis garder la force de travail à Montréal et puis le savoir-faire à Montréal pour pouvoir l'exporter. Comment vous faites quand on sait qu'une entreprise comme la vôtre est basée principalement sur l'événement physique? Comment vous faites actuellement dans un contexte où tout devient virtuel et puis le contexte de pandémie qui devient difficile de rassembler les gens? Comment vous avez pivoté, que ce soit sur C2 Montréal, sur vos activités de C2 International? Comment vous voyez l'avenir aussi peut-être?
En fait, quand je suis arrivé, parce que moi, je suis rentré le 3 mars chez C2 Montréal, C2 International. Donc, je suis rentré et on a frappé le mur. Mais j'arrivais alors que l'entreprise avait déjà commencé à se transformer. Et il y avait une vision de se transformer au niveau numérique aussi. Et donc, et à quelque part, on avait comme réalisé, puis c'est quelque chose que je voulais mettre en place, que C2, ce n'est pas un producteur d'événements. On se définit, on l'a défini en anglais, on est en train de le définir en français, mais en anglais, on dit we're a convener of community. On rassemble des communautés. L'événement, c'est le pic de l'engagement, si tu veux, de la communauté, mais il y a beaucoup de choses qui se passent avant et après l'événement. Et une fois qu'on réalise ça, on se rend compte que les gens qui ne peuvent plus faire d'événements pour mettre ensemble ou rencontrer leur communauté ont quand même des besoins. Probablement plus important aujourd'hui que jamais. Et donc, notre transformation numérique qu'on avait commencé et qu'on a mis en super fast track nous permet de signer des contrats, de préparer des projets à l'international. Au mois de novembre, on a des nouveaux projets qui sont lancés avec d'autres clients, des clients montréalais qui ont des projets internationaux, des clients au Japon qui ont des projets internationaux. Donc, je te dirais que notre vision est assez simple. C'est que pandémie, pas pandémie, il faut trouver une solution pour connecter les gens, les faire apprendre, les faire s'engager, connecter et puis les faire avancer. C'est pour ça qu'on fait ce genre d'opération-là. Et je te dirais que notre vision en ce moment, elle est en ligne. Mais de l'autre côté de la pandémie, je pense qu'il y aura toujours une version qu'on appelle digitale. Nous, on pense qu'à partir de maintenant, toutes les communautés vont se connecter en présentiel, mais aussi en ligne. Et on veut amener ça dans notre offre d'affaires, si tu veux. Ouais, c'est très intéressant. Et est-ce que du coup, on parlait un petit peu que vous êtes un petit peu partout dans le monde par opportunité. Est-ce qu'il y a des marchés que vous ciblez plus précisément aujourd'hui? Tu dis que vous êtes en train de vous structurer pour aller chercher les opportunités plutôt qu'elles viennent à vous. Est-ce que vous avez des marchés, identifié des marchés principaux de développement? Oui, nous, toute l'Europe de l'Ouest est un marché important pour nous, particulièrement avec le travail qu'on fait avec nos partenaires Michelin. On a accès à tout l'écosystème de la mobilité durable qui a beaucoup de sièges sociaux en Europe. Donc, on travaille sur ça en ce moment. Évidemment, les États-Unis. Puis, l'Asie, parce que C2, un de ses partenaires investisseurs, c'est un collectif international d'entreprises créatives dont le siège social est basé à Tokyo, le Q Collective. Et donc, à travers ce collectif-là, ça nous amène beaucoup d'opportunités d'affaires pour développer ces deux, mettre en valeur notre propre know-how et les capacités de nos équipes ici de Montréal vers l'international. Et du coup, est-ce que C2 Montréal, ce sera le premier showcase, entre guillemets, de la nouvelle ère C2 internationale? C'est votre... Oui, on s'est préparé pour cet événement-là, mais déjà, on a d'autres événements qui sont en pré-production avec un peu la même vision que ce qu'on va montrer à C2 Montréal. Ceci étant dit, faire des rassemblements en ligne de la manière dont C2 veut le faire, les technologies sont assez récentes. Donc, on va avoir une première itération en C2 Montréal, mais je vous dirais qu'on est à 10, 15, 20 maximum de où on veut aller. Ça va être déjà un gros pas en avant, mais on va pousser sur nos partenaires technologiques pour se rendre où C2 veut se rendre et ça va se faire, je dirais, dans les 2 prochaines années. Peut-être sans nous révéler le punch, mais qu'est-ce qui va faire que C2 Montréal va être un événement différent de ce qu'on a vu actuellement? On sait qu'il y a beaucoup d'événements virtuels en ce moment. Ils tâtonnent tous un peu de comment ils vont livrer ça virtuellement. Quelle a été votre approche en fait là-dessus? Nous, on avait des hypothèses. On avait l'hypothèse qu'il y a une fatigue Zoom. Je pense que ce n'est pas une nouvelle pour personne. On s'est dit aussi que tu ne peux pas faire un événement en live, en ligne, de la même façon qu'on le faisait avant. C'est-à-dire que tu ne peux pas pacter 3 jours de conférence avec plein de choses concurrentes, unes contre les autres. Et on sait que les attentes sont élevées. Donc, nous, on s'est donné des principes qu'il fallait intégrer les piliers de l'expérience C2. Être inspirant,
que les gens puissent apprendre, des rencontres, de la collaboration, du networking, c'est important pour nous, avoir des variétés de formats tous les jours. On s'est dit qu'il fallait avoir une programmation linéaire. Donc, durant nos 2 semaines d'événements, il n'y a rien qui se passe en même temps. Et donc, tu n'es pas obligé de te déchirer sur un choix contre l'autre. Et on l'a mis sur 2 semaines, ce qui fait que tu peux décider de venir faire des sauts durant nos 2 semaines sur ce qui t'intéresse. Pour nous, c'est important d'être live, en direct aussi. Il y a beaucoup de conférences qui ont fait du différé et nous, on n'a pas aimé ça du tout. On aime la possibilité qu'il y ait ce qui se passe comme aujourd'hui, de l'interaction avec le public. Mais ça n'empêche pas que pour nous, c'est important d'avoir aussi de la vidéo on demand. Donc, si tu manques l'événement, tu peux le revoir pendant 1 mois après l'événement. Tu vas avoir de la vidéo on demand. Et pour nous, l'interactivité était super importante. Donc, ce n'était pas évident parce qu'il n'y avait pas de technologie qui nous offrait ça, qui existait. Donc, nous, on a fait un gros travail d'intégration des meilleures solutions dans notre propre environnement technologique et c'est ce qu'on va proposer à partir du 19 octobre. Ok, donc si je comprends bien, vous n'avez pas grosso modo réinventé la roue, mais vous avez pris les meilleures solutions à gauche, à droite pour créer un peu votre environnement, si je comprends bien, c'est ça? Oui, et ceci étant dit, on veut continuer de réinventer la roue. Et c'est ce que je disais un peu, c'est que nous, on a une vision, on a commencé à l'imaginer et on n'est pas capable de la livrer totalement aujourd'hui. Donc, on a déjà débuté des conversations avec des partenaires technologiques en leur expliquant où on veut aller pour voir qui va être celui qui va être capable de nous accompagner là-dedans. Mais je vous dirais que je pense que la première itération de C2 Montréal va faire sa marque et va livrer quelque chose de vraiment intéressant. Ça ne sera pas parfait, c'est sûr qu'il va y avoir des glitches. On est dans la technologie, mais on est très confiant qu'on va avoir livré quelque chose d'impressionnant. La preuve, c'est que déjà sur papier, on a des entreprises qui achètent notre vision, qui achètent notre approche. Alors, on est assez confiant qu'on prend le tournant à partir de maintenant. Ah, c'est assez intéressant. Puis le fait d'avoir une programmation linéaire, comme tu l'as défini, là, c'est déjà un gros différenciant. Parce que comme tu le dis, des fois, on a plusieurs conférences, plusieurs choses en même temps. C'est pas évident de choisir. Et ça change le contexte parce qu'avant, maintenant, notre vision, c'est que nos événements n'auront plus de frontières. On va être beaucoup plus inclusif et puis on va être capable d'avoir une portée beaucoup plus grande. Parce que, par exemple, avant, un conférencier n'était pas disponible sur la date pour voyager, on ne l'avait pas. Là, on a plus de facilité à signer des conférenciers. Maintenant, si j'ai vendu un billet à Sao Paulo ce matin, donc on va rejoindre des gens dans différents marchés, ce qui serait impossible de faire aujourd'hui. Et le nombre de personnes qui vont être rejointes cette année grâce à C2 Montréal va être beaucoup plus important que ce qu'on a eu dans le passé. OK. Donc oui, c'est sûr, l'événement devient, de par sa nature virtuelle, automatiquement international. Est-ce que vous avez prévu de jongler avec certains fuseaux horaires ou pas du tout? Vous le gardez quand même très local Montréal? On a placé nos heures pour avoir un maximum d'impact sur l'Europe et la côte ouest. C'est difficile d'avoir l'Asie dans certaines heures, mais on a placé ce qu'on appelle nos star speakers, nos conférenciers vedettes sur des heures pour avoir un maximum de portée internationale. Puis encore une fois, bien, parce qu'on a la vidéo sur demande, ça permet je vous dirais que la portée de chacune de nos activités ne sera pas seulement basée sur le live, mais va être basée sur tout le rebroadcasting qu'on va faire. Et est-ce que du coup, vous avez pensé aussi votre networking de façon à ce qu'il soit international? Parce que avant, C2 Montréal était quand même un événement international, mais très montréalais de sa présence. Et du coup, on avait quand même l'écosystème montréalais. Là, ça lui ouvre des portes assez impressionnantes. Du coup, comment vous avez envisagé ça, que ça devienne un peu moins montréalais, entre guillemets? Bien, c'est sûr qu'avec la portée internationale qu'on va avoir, nous, on voulait… il y a des gens qui viennent à C2 pour voir des conférences, il y en a d'autres qui viennent faire du réseautage, qui ont des objectifs d'affaires. Il fallait être capable de répondre à ces besoins-là des participants de C2. Donc, on l'a prévu. On a connecté une solution qui s'appelle BrainDate, qui est la meilleure solution sur le marché pour faire du réseautage.
Et notre solution va être ouverte tôt le matin jusqu'à tard le soir, ce qui fait qu'on est capable de ramasser l'Asie aussi. Et tu vas définir qu'est-ce qui t'intéresse et tu vas être capable de te connecter avec des gens. Et C2 va aussi organiser des moments pour connecter des gens qui ont les mêmes intérêts. Alors, je vous dirais que ça fait partie, c'est une partie importante de l'expérience de C2 Montréal. Parfait. Oui, c'est très intéressant. Et du coup, il y a peut-être une question sur, du coup, un événement devient tout de suite très rapidement international. Donc, aller le faire dans d'autres pays, c'est juste, entre guillemets, changer de timeline. Mais ça devient une complexité aussi de gérer ces marchés, puisque chaque marché, quand on fait du virtuel, s'entrecroise, s'entrecoupe. Comment vous envisagez ça Je Vas-y, ne peux, vas-y. je peux pas révéler pour qui, mais on travaille sur un Oui, projet international en ce moment où il va y avoir 3 têtes de pont physiques plus en ligne internationale. Donc, ok. une tête de pont à Montréal, une tête de pont à Paris et une tête de pont à Singapour, par exemple. Ce qui fait que tu connectes les communautés locales. Le présentiel va rester important, mais tu es capable d'avoir un chapeau international total. Et la vision digitale de ces deux, c'est ça. Ouais, c'est très intéressant. Et peut-être pour revenir sur ces deux internationales, on sait que ces deux internationales, c'est beaucoup moins connu en termes de branding que ces deux Montréal. Est-ce que vous avez une stratégie pour lui donner plus de poids et plus de visibilité, entre guillemets? Est-ce qu'à l'international aussi, je suis curieux de savoir ça, mais est-ce que les gens connaissent plus ces deux Montréal ou ces deux internationales? C'est quoi un petit peu la dynamique hors de peut-être du Canada? En fait, il y a une problématique dans l'organisation, c'est que c'est de Montréal et c'est normal. C'est le joyau de la couronne, c'est la marque la plus connue. C2 International manque de notoriété ici au Québec, au Canada, et en manque à l'international. Okay. Alors, on a définitivement une stratégie. On lance un plan de mise en marché local et international à partir du mois de novembre cette année. Et on va investir dans le positionnement de C2 International sans laisser aller le positionnement de C2 Montréal, évidemment. Et on va faire une stratégie, on va aller vers le account-based marketing et on a identifié les industries qui étaient les bonnes industries pour nous. Donc, on va faire un travail très spécifique sur ces deux internationales à partir de fin 2020, début 2021. Pour lui redonner un petit peu de notoriété. Et puis, ça va être du coup votre fer de lance un petit peu, c'est la volonté de garder ces deux comme un peu un produit, si on peut le. Puis d'avoir ces deux internationales comme l'entreprise qui chapeaute un produit, si on peut caricaturer. Oui, ça va être la marque, ça va être Alphabet de Google, si tu veux. Ok, parfait. Et C2 International a 3 types de produits. Nous sommes un consultant, donc on est embauché régulièrement par des organisations qui font des événements ou qui organisent des communautés. Et donc, on est consultant pour les aider à améliorer leur impact, la monétisation de ce qu'ils font. Nous sommes un rassembleur de communautés pour des tierces personnes, donc pour EY, Michelin, Microsoft, Facebook, c'est des clients avec qui on a travaillé. Et aussi, on est un développeur de contenu dans le milieu des affaires et de la créativité et on fait des contrats aussi à cet égard-là. Parfait. Je vois une question qui revient, et puis à la fois dans le Q&A, puis c'est quelque chose que j'avais en tête. On parle beaucoup de l'Europe, l'Asie, etc. Est-ce que l'Afrique, le continent africain, c'est quelque chose que vous avez aussi en tête? On sait que c'est un continent et puis beaucoup de pays qui sont en gros développement et qui sont probablement l'économie majeure de demain, en tout cas chez beaucoup d'économistes. Est-ce que vous avez un plan par rapport à ce continent Pas ou pour le vous moment. visez pas pour le moment? Non, pas pour le moment. Ça a été une année difficile pour ces deux. Hein? Moi, je suis rentré le 3 mars. Le 3 mars à 11 heures, on reportait des événements à Singapour, à Paris, à Montréal et tout ça. L'entreprise a été affectée financièrement de façon importante. Je pense au jour 5 de mon entrée chez ces deux, je retournais à la maison 80% de l'équipe. Et depuis ce temps-là, ben, on s'est battu pour se transformer, être capable de retenir nos clients et même de recommencer à développer des relations d'affaires. Ce qu'on a fait, on a rappelé du monde et on va se concentrer sur les marchés qui sont les plus naturels pour nous, là où on a déjà une notoriété aussi, d'ailleurs.
Mais je connais bien le continent africain. J'y voyage une fois par année pour faire de la photo. Malheureusement, pas cette année. Et je vois le dynamisme du continent africain et c'est définitivement quelque chose qu'on va viser éventuellement. Oui, et puis c'est sûr que c'est un phénomène qu'on le retrouve chez beaucoup d'entreprises actuellement. On essaie de consolider les marchés où on est fort, comme tu as dit, et les expansions de marché sont un peu reportées à 2, 3 ans parce qu'effectivement, c'est difficile de développer un marché de base en ce moment. C'est très bien de se concentrer effectivement sur les marchés sur lesquels on a une plus-value, entre guillemets, ou en tout cas des références déjà assez solides. Peut-être une question un peu plus large, que ce soit C2 Montréal ou C2 International. C'est quoi votre challenge devant vous? Bon, bien évidemment, sur C2, il va y avoir sur Montréal, la livraison des 2 semaines. Mais c'est quoi les challenges à peut-être court, moyen terme des deux? Je vais appeler ça 2 organisations, puisque comme tu l'as défini, c'est vraiment 2 organisations séparées, même si elles sont très liées. C'est quoi les challenges un petit peu de ces 2 organisations? Ben, le premier challenge, c'est la transformation numérique et d'affaires de ces deux. On n'était pas prêt à aller si vite. Donc, ça amène une transformation au niveau de la vision, au niveau opérationnel, au niveau de comment tu livres. Est-ce qu'on a les bonnes ressources? Est-ce que nos ressources sont bien formées? Donc, je vous dirais qu'à très court terme, c'est ça. Avant Noël, on va avoir finalisé notre plan marketing, ce qui inclut de bien définir nos produits et parce qu'on va être prêt à investir à partir de janvier. Donc, c'est un gros défi de courir, d'arriver là. Puis, tu l'as dit, le défi de la livraison de nos projets est immense. On a le droit à l'erreur, mais on n'a pas le droit à trop d'erreurs. Effectivement, oui, c'est sûr que on le retrouve un petit peu dans beaucoup d'industries, dans tout ce qui est industrie culturelle et créative, c'est que la vente des projets, en fait, se fait bien, surtout les projets virtuels, puisqu'il y a une grosse appétence. Et puis, il y avait déjà des budgets prévus dans beaucoup d'organisations pour faire du physique, donc ils arrivent à les rebasculer sur du virtuel. Du coup, signer des projets, je ne vais pas dire c'est simple, parce que pas du tout, il y a un gros travail derrière, mais en tout cas, ça se fait plus naturellement. Mais la livraison maintenant de toutes ces activités et l'agenda qui est un petit peu fou, nous on sait ce que c'est, on livre aussi un programme sur une autre dynamique que c'est pas du tout la même dynamique, mais on voit le rythme que c'est de livrer du virtuel et c'est un travail colossal, donc ça va être tout un challenge pour vous. En tout cas, j'espère enfin, je suis convaincu que C2 Montréal, ça va être une réussite. Est-ce que vous envisagez peut-être sur l'année 2021, c'est quoi votre vision 2021, 2022 du retour? Je ne veux pas appeler ça du retour à la normale parce que j'aime pas trop ce terme, mais peut-être du retour du présentiel. À quel moment vous l'envisagez? Est-ce que vous l'envisagez tout court? En ce moment, tous nos clients, depuis 3 semaines, ont mis un X sur le présentiel à 95 OK. Sur court terme ou sur l'année prochaine? 2021. OK. Sur 2021. Parce qu'il y a plusieurs choses qu'il faut tenir compte. Peut-être qu'on peut avoir des gens qui peuvent se réunir ensemble, mais est-ce que les gens vont voyager? Ça, c'est la première question. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont mis un ban sur les voyages d'affaires ou les rencontres d'affaires. Combien de temps avant que ces directives-là lèvent? La troisième chose, il y a toute la psychologie de l'affaire. Est-ce que parce que tu peux, tu vas vouloir? Donc, et il y a un enjeu de prévoir un événement d'affaires en présentiel parce que tu dépenses énormément d'argent sur la pré-production, la location des salles, la location des équipements, l'embauche des équipes de production. Vous savez, chez C2 Montréal, cette année, on va perdre plusieurs millions de dollars parce qu'au mois de mars, quand on a reporté l'événement, on avait dépensé de l'argent qui n'est plus récupérable. Et donc, là, on ne le savait pas la dernière fois, maintenant on le sait. Alors, avant de dire on s'en va sur un événement en présentiel, il n'y a personne qui va risquer de perdre des centaines de milliers ou des millions de dollars sur un événement qui va être annulé ou reporté. Ça va conclure un petit peu. J'ai encore une dernière question qu'on pose à tous nos invités et après on va pouvoir basculer sur les questions du public. La dernière question qu'on pose à tout le monde, c'est qu'est-ce que représente l'international pour C2
Montréal International pour les deux organisations et puis pour toi particulièrement, personnellement, en fait, qu'est-ce que représente l'international? Ben, moi, je suis venu, j'ai fait le saut chez ces deux parce que je voyais le potentiel. Le potentiel est immense. Je suis convaincu que ces deux va être un des top 3, euh, euh, une des top 3 entreprises du genre au monde. Et donc, mon mandat, c'est que ça arrive. Alors, pour moi, c'est le challenge ultime. C'est ce qui m'a motivé à faire le saut chez ces deux. Alors, on est prêt, on est en train de se préparer. Nos équipes font du développement des affaires dans ce sens-là. Et nous, nous, on est convaincus que la pandémie, à quelque part, va nous avoir permis d'accélérer notre transformation et de prendre des parts de marché qui auraient été beaucoup plus longues à prendre. Il y a beaucoup de joueurs qui sont tombés aussi. On a beaucoup de compétitions qui sont fait faillite. Alors, nous, on compte bien, malgré les enjeux financiers auxquels on fait face, on compte bien réussir et prendre la place que certains ont laissée pour nous autres. Parfait. Merci beaucoup. Ça conclut un petit peu notre entretien. Puis, tu mentionnais ta concurrence. En fait, du coup, on a une question sur la concurrence. En fait, c'est quels sont vos principaux concurrents, en fait, que ce soit peut-être pas sur Montréal, mais peut-être à l'international ou de façon assez large? Il y a plusieurs entreprises européennes et américaines, un peu canadiennes, qui sont des grands organisateurs de conférences, de réunions d'affaires. Donc, on est contre ces entreprises-là. En ce moment, nous, on répond, on est très, très fiers d'être, on est invité en ce moment sur plusieurs gros appels d'offres internationaux, des événements de plusieurs dizaines de milliers de personnes. On se rend compte que maintenant, on fait partie des gens, des peu d'entreprises qui sont appelées. Alors, on voit de plus proche notre compétition. On avait des dossiers sur certains marchés où il y avait de la compétition, mais ces compétiteurs-là ont fait faillite. En ce moment, le marché se redéfinit et je suis sûr qu'il va y avoir des entreprises qui vont venir déranger le marché en cours de route parce que le contexte change si vite, la technologie change si vite. On s'est rendu compte que la technologie n'a pas 3 ans. Donc, en ce moment, il y a beaucoup d'entreprises qui investissent des dizaines de millions de dollars. On n'est pas sûr qu'elles ont toute la bonne vision. Alors, nous, on pense que la technologie, ça doit servir une vision. Donc, on est en train de se positionner avec des partenaires technologiques dans ce sens-là. Ouais, je comprends. Et peut-être pour faire un lien aussi, on a une autre question sur, en fait, quelles sont les industries ou les secteurs qui sont… Est-ce que vous, en fait, vous avez identifié des industries ou des secteurs qui sont plus confortables, je dirais, avec le virage du numérique, qui vont y aller plus rapidement et d'autres qui vont dire, bah ouais, moi j'attends quand même que mon événement revienne physique à un moment parce que c'est la seule vérité que je connais, entre guillemets. Ben, je dirais que ceux qui vont faire ça vont perdre, dans le sens qu'il y a des gros enjeux en ce moment. On fait des rencontres d'affaires en personne parce qu'on est un hôpital qui doit lever des fonds, parce qu'on est un gouvernement qui doit créer des rencontres d'affaires ou une grappe industrielle qui doit créer des rencontres pour l'exportation sur certains marchés. On est une entreprise qui veut réunir ses clients pour mieux les monétiser. Donc, tous les gens qui faisaient ça le faisaient parce qu'il y avait un impact financier positif. Alors, si tu ne le fais pas en ce moment, tu vas perdre parce que ta compétition risque de le faire. Donc, nous, on s'est rendu compte que l'incapacité de faire des rencontres dans plein d'industries est un gros enjeu. Pensons juste à l'industrie de la santé. Il y en a-tu des rencontres dans ce domaine-là, là, par les pharmaceutiques, par les universités, par les groupes de recherche, toutes les ONG je parle avec des hôpitaux à Montréal qui font 40 événements par année pour lever des fonds. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui pour lever des fonds? Donc, on a vraiment besoin de trouver des solutions parce que les entreprises, les industries vont s'en ressentir. C'est vrai, c'est un très bon point. Merci. Je regarde un petit peu les questions. On me pose la question de comment, alors, la perception de Montréal à l'international, de la ville de Montréal et puis peut-être de tout ce qui est créativité autour, et comment vous l'utilisez ou pas d'ailleurs dans votre développement international de C2 international.
Ce qu'on entend ici, c'est pas de la bullshit. Il y a vraiment une marque Montréal créative, culturelle. Ça vient de plein d'organisations, plein d'entreprises, qu'elles soient technologiques, événementielles, numériques. Et donc, il y a vraiment à Montréal quelque chose qui fait qu'il y a un positionnement qui est solide. Donc, on ne gêne pas pour l'utiliser. Et on sait que moi, je fais des rencontres avec des gens à l'étranger et on le sent. On voit qu'ils nous ont regardés, on voit qu'ils ont regardé la ville, on voit que notre réputation créative montréalaise nous précède et on joue là-dessus et c'est parfait. Bah, c'est une très bonne nouvelle, en tout cas pour Montréal. Peut-être une autre question dans un peu je dirais pas le même dynamique, mais la gestion des différences culturelles quand vous faites des événements justement qui transcendent un peu les frontières et qui dépassent juste le physique qu'on était avant. Comment vous arrivez à gérer cette différence culturelle? Parce que clairement, un événement virtuel je vais dire au Pérou, en Allemagne et puis au Japon, va pas être perçu de la même façon, livré de la même façon, vécu de la même façon. Donc, comment vous gérez ces différences culturelles et comment vous les appréhendez? En fait, ça dépend qui est l'organisateur. Je vais vous donner un exemple. Ce matin, je faisais une préparation pour une conférence que je donne demain matin pour un groupe basé à Tokyo. Et donc, je travaillais avec une équipe basée à Tokyo et c'est clairement différent leur approche. Et donc, il va y avoir une espèce de billet sur cet événement-là, même s'ils veulent rejoindre une communauté internationale, il va y avoir un billet culturel japonais. Donc, je vous dirais que dépendant du client avec qui ces deux internationales fonctionnent, ça change. On travaille quotidiennement avec le bureau chef de Michelin en France et c'est très clair que le sommet Movenon a un billet européen, français et on doit en tenir compte. Il faut être prudent avec ça, de la manière qu'on travaille et il faut, nous, comme organisation, s'ajuster à ça. Puis après ça, bien, il y a des événements comme C2 Montréal qui rejoignent, qui sont, je dirais, agnostiques dans le sens qu'elles rejoignent une clientèle qui est internationale. Et c'est important d'essayer d'avoir une espèce de filtre international. Et donc, les langues des personnes avec qui vont interagir, ce genre de choses-là. Mais il y a des enjeux. En ce moment, par exemple, on a énormément de difficultés à avoir de la traduction simultanée qui est de qualité. Ça n'existe pas en ce moment. On a bien hâte que l'intelligence artificielle améliore ses algorithmes pour y arriver. Mais en ce moment, la technologie n'est pas capable de nous livrer ça. Fait que c'est une des limites qu'on a. Ah oui, donc vous n'arrivez pas en fait, enfin, sur plusieurs, j'imagine que l'anglais et le français, ça doit aller, il doit y avoir pas mal d'offres, mais c'est même pas, non? Même pas. Nous, on a fait le tour du monde pour trouver des plateformes qui étaient au moins bilingues. Et puis, même celles qui se disent bilingues ne sont pas bilingues. Donc, tu es obligé de laisser aller des choses. Ça va s'améliorer. Chaque nouvelle version des technologies va s'améliorer. Mais en ce moment, ce n'est pas extraordinaire. Écoute, on a fait des conversations en live sur Facebook au printemps et c'était l'outil de Facebook, c'était épouvantable. La qualité de la langue était vraiment pas là. Et les gens ont l'impression que c'est nous, mais non, c'est la technologie qui n'est pas là encore. Et du coup, tu disais que toutes les plateformes, entre guillemets, où beaucoup d'outils avaient moins de 3 ans et que, de ce que tu me dis, quand tu utilises ces outils, c'est vous, en fait. En fait, les gens ne font pas la différence entre l'utilisation des outils et puis venir à votre événement. Puis l'expérience est énormément basée sur les outils que vous utilisez aussi. Comment vous arrivez à gérer, entre guillemets, à la fois ce risque et puis de dire, bon, bah, je m'engage sur telle plateforme, tel partenaire, il est peut-être tout nouveau, mais j'ai confiance en lui. Ça ne doit pas être évident, en fait, de prendre des décisions aussi stratégiques. On n'a pas pris des partenaires qui arrivaient sur le marché parce que ces partenaires-là n'avaient pas des solutions assez robustes pour. Nous, à C2 Montréal, il devrait y avoir 8500 personnes dans notre environnement pendant la conférence. Donc, tu es loin d'un meeting de Zoom à 50-60 personnes. Donc, ça prend des solutions extrêmement robustes. On voulait être capable de
un white label, c'est-à-dire de mettre notre peau, notre marque là-dessus. Mais ce qu'on a fait en cours de route, et Jennifer Legrand, notre chef de la création, le nombre de fois qu'on s'est dit « It is what it is ». On ne peut pas faire ce qu'on veut faire, on va faire ce qu'on peut faire. Et on est assez clair avec notre communauté que c'est un processus. Puis notre communauté est très chère à notre cœur parce que depuis le début, on sent qu'elle est présente. Elle nous appuie dans la démarche et on va être très à l'écoute. Notre plateforme va nous donner énormément de data. Alors, on va être capable de faire deux choses. On va être capable de savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. On va être capable de s'ajuster. On va être capable de livrer de l'information à nos partenaires d'affaires pour dire, bon, mais voici l'impact de ces deux, encore plus clairement que si on était en présentiel à quelque part. Oui, il y a vraiment une volonté de test and learn, entre guillemets, on va mettre en place des choses. Et puis, c'est sûr que quand on utilise des technologies, des fois, malheureusement, on est un peu contraint par les options de la technologie. Et puis, comme tu l'as dit, on veut réinventer la roue, mais ça ne peut pas se faire tout de suite. Surtout pour l'IVA à 8500 personnes, c'est quand même fou. On s'était donné un objectif d'un produit minimum viable et on arrive avec ça. Puis c'est le début. Ah, mais c'est bien de tout de suite le mentionner aussi pour que les gens ne soient pas dans l'attente. En fait, c'est la gestion des attentes là. Donc, on a une question de Jean-Sébastien qui se demande si vous travaillez en Amérique latine ou si vous faites des shows en Amérique latine peut-être. Il y en a eu dans le passé, mais en ce moment, on n'est pas actif sur le marché en particulier. Donc, ça ne fait pas partie de vos marchés prioritaires, c'est ce qu'on disait, c'est plus l'Europe, l'Asie et puis l'Amérique du Nord dans son ensemble. Ouais. Écoute, on arrive un peu au bout de notre discussion. On peut peut-être rappeler qu'un code promotionnel sera envoyé aux participants pour pouvoir s'inscrire à C2 Montréal et bénéficier de la nouvelle expérience, en tout cas en ligne. Je vais te laisser un mot de la fin, là, si jamais tu as des choses à rajouter. Et puis, moi, je sais que je serai à C2 Montréal pour ma part. Donc, j'ai bien hâte de voir cette nouvelle expérience en ligne. D'abord, merci de l'invitation aujourd'hui. Moi, depuis que je suis arrivé, on a commencé à travailler avec vous et ça nous a aidé à nous connecter sur, je pense, notre vision et le plan de développement. Donc, on travaille là-dessus. Merci à vous. Oui, on invite tout le monde. Moi, je voulais un événement qui serait, dans Salesforce, je voulais un événement qui serait le plus inclusif possible. Alors, on a des prix étudiants à 50 $, on a des prix start-up à 75 $ et pour les autres, j'aurai un prix spécial à tous ceux qui ont assisté aujourd'hui qui va vous être envoyé. Alors, j'espère vous croiser. Puis je vous dis, soyez à l'écoute de ce qu'on va faire, regardez ce qu'on fait, donnez-nous votre avis parce qu'on est en mode d'amélioration rapide. Alors, merci beaucoup. Et je regarde ma photo et je trouve que ça fait vraiment plus pandémie. Je suis en hoodies. C'est vraiment un autre monde. Alors, merci beaucoup. Complètement. Merci, Jacques. Peut-être une dernière question. Tu demandais d'avoir des retours. Comment les gens, c'est directement dans la plateforme de C2 qui vont pouvoir vous remettre les retours, etc. Oui, puis on va être très actif à aller chercher des commentaires. Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Jacques. Ça fait un plaisir de discuter avec toi. On en a appris beaucoup sur C2 International qui est en fait peu connu et très peu connu, donc, et la dynamique avec C2 Montréal. Donc, merci beaucoup. Il va me rester à remercier bien évidemment tous nos commanditaires. Que sont EDC pour avoir commandité bien évidemment l'ensemble des cafés export depuis le début. Développement économique Canada et le MEI. On vous rappelle que les sessions sont enregistrées et disponibles en réécoute sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pouvez y accéder directement depuis notre site internet de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ou directement depuis notre page YouTube de la chaîne de la Chambre de commerce. Aussi, nous allons vous faire parvenir la présentation. Il n'y a pas grand-chose dans la présentation, comme vous avez pu le comprendre. On essaye d'avoir quelque chose de très léger en termes de contenu, mais beaucoup plus inspirationnel et intéressant de vous faire découvrir C2 Montréal. J'imagine que, en tout cas, si on a pu vous faire découvrir C2 Montréal, ce sera avec plaisir, mais en tout cas, C2 International qui est vraiment le maître d'œuvre de C2 Montréal. On va continuer sur la même dynamique. Je vous rappelle que la semaine prochaine, on est avec Ombrage qui fait des éclairages urbains et qui se développe principalement en France et en Europe, mais on pourra voir quels sont leurs futurs stades de développement.
Et on aura d'autres invités intéressants. On est sur un mode de témoignage, de conférence, d'entretien. Donc, n'hésitez pas à nous faire des suggestions à la fois d'entreprises, de personnes qui pourraient être intéressantes, de format. Si vous n'avez pas aimé le format d'aujourd'hui ou si vous l'avez bien aimé, on est preneur de vos retours de toute façon. Merci à tous et puis bonne fin de jeudi. Au plaisir. À dans 2 semaines. Au revoir.